quotidien au sens large. Et c'est un domaine on n'a pas beaucoup de chance de côtoyer des interprètes, mais là, j'en ai deux avec moi. J'ai mon invité, Steven, et j'ai ma collègue Lucie Battaglia, vous avez peut-être... qui est interprète. Puis, qu'est-ce que tu as fait, Lucie, avec Autour du traducteur? J'ai participé au balado sur la méthode de recherche terminologique, la méthode Search, sur laquelle j'ai donné des ateliers avec l'école de formation Tradinter et je suis traductrice et interprète à la pige. Et tu as fait de l'interprétation aussi dans le cadre de la série La traduction J'ai quotidienne. été interprète avec David Mendes, Papa PhD, Et sur la un semaine, épisode sur la pige. et la semaine prochaine, tu t'embarques avec Mike Dillinger. Alors, Exactement. je vous invite à découvrir Lucie. Et ce soir, on va découvrir Steven. Alors, Steven, bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir, Sylvie. Écoute, c'est un plaisir pour moi d'être ici puis de discuter tout humblement de ma profession, de ma carrière en tant qu'interprète. Toute une carrière et on va commencer par le parcours scolaire. Qu'est-ce qui t'a amené? Parce que ça se fait pas, on sort du cégep et on s'en va suivre un cours d'interprétation. C'est plus compliqué que ça, hein? En fait, les gens vont se demander souvent, tu sais, comment il a fait pour se rendre là. Ben, écoute, mon parcours à moi, c'est un parcours qu'on dit non conventionnel. Je pense comme beaucoup d'interprètes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle que j'ai suivi qui m'a permis de dire, bon, ben, hier, je n'étais pas un interprète et aujourd'hui, je le suis. J'ai commencé, après mon secondaire, évidemment, à faire des études en psychologie à l'Université de Moncton. Et bref, le saut à la maîtrise, il n'était pas pour moi. Je vivais une espèce de questionnement par rapport à mon identité, comme je vous ai dit plus tôt, hors caméra, mon identité intellectuelle. Et puis là, j'ai poursuivi dans un autre domaine, la théologie. À l'Université de Sherbrooke, j'ai fait une maîtrise en théologie et j'ai poursuivi avec le doctorat en théologie. Et puis, encore une fois, à la fin du doctorat en théologie, je me retrouvais avec un peu ce questionnement sur qui suis-je encore intellectuellement. Et on ne peut pas séparer l'intellectuel du spirituel sans être religieux, là, bien évidemment, là, de ce qui fait en sorte qu'on est qui on est. Je me cherchais encore. Et puis, non, j'ai pas commencé l'interprétation après ça. Bref, recul en arrière, pendant toutes mes études, j'ai fait de la traduction écrite. Donc, à partir de 1997 environ, là, j'ai commencé avec des tout petits contrats, là, tout innocemment comme ça. Et à temps partiel, c'est ce qui me permettait de ramasser un peu de sous. Je dis bien un peu, mais c'est ce que j'ai pratiqué, en fait, là, jusqu'à la fin de mes études qui m'ont mené au doctorat en théologie, que j'ai complété après toutes ces années-là. Et après, j'ai continué de faire de la traduction parce que, écoute, Tu ne te voyais pas professeur de du, théologie ou publié? Non. du tout. C'est un peu bizarre. Ça peut sonner bizarre. On fait un doctorat et puis, ben, vous en connaissez quelque chose. Oui, oui. On fait un doctorat et ensuite, on n'a pas d'aspiration au monde académique. Ça peut paraître bizarre. Mais bon, c'était le cas pour moi. Mais comme j'ai dit, j'avais ce fil conducteur qui était la traduction écrite. Et puis, après le doctorat, ben bon, j'ai tout fait en traduction, là. J'ai été pigiste, j'ai eu mon entreprise à moi, j'ai été employé, salarié, j'ai travaillé à la pige pour des cabinets, tout ça. Et j'ai enchaîné avec la maîtrise un autre diplôme, comme ma mère dirait, un autre degré, un autre degré. Oui. Qu'elle dit avec fierté, mais bon, avec la maîtrise en traduction et terminologie. Parce que, en fait, j'avais plein de, entre guillemets, papiers, de diplômes dans d'autres sujets pour lesquels je n'avais jamais vraiment pratiqué professionnellement. Mm. Mais lequel,
dans lequel j'avais de la pratique, c'était de la traduction. Et je n'avais pas encore de diplôme là-dedans, donc j'ai fait ma maîtrise. Et où est entrée l'interprétation? Mais ça a été sournois. J'ai commencé tout bonnement par hasard presque à faire un contrat ici et là au fil des années, mais c'était vraiment très, très, très minime. C'était vraiment minime à travers la traduction qui, je pensais, allait être là pendant quand même un certain temps. Mais là, il faut dire que j'avais mon entreprise, j'étais investi déjà en traduction écrite et tout ça, puis euh, j'ai pas décidé de faire le saut en interprétation à ce moment-là. Mais au fil des années, j'en ai fait de plus en plus. Et j'ai vraiment eu la piqûre. À un moment donné aussi, j'en ai fait dans le cadre du festival, lorsque je faisais un stage, justement, pour le festival, dans le cadre de la maîtrise, pour le festival du film du Des court-métrage courts-métrages, oui, au Saguenay. au Saguenay, oui. Puis, L'entente qu'il y avait avec l'Université Laval et les organisateurs du festival. effectivement, Beaucoup donc, d'étudiants qui allaient faire des stages à cet oui, endroit-là. oui, c'est ça. Donc là, ça m'a donné la chance parce que j'avais pas touché à l'interprétation depuis un bon moment. Et on m'a demandé dans le cadre de ce festival-là d'interpréter pour un colloque ou un atelier qu'il allait avoir pour des réalisateurs. Et j'ai dit oui. Et les conditions étaient abominables. Je veux dire, on était dans un loft, là, style avec un projecteur de cinéma à côté de nous, dans une espèce de garde-robe, et la température a dû monter jusqu'à 40 degrés. Mais bon, ça m'a tout de même, contre les Mais tu as eu attentes la de la piqûre plupart, j'ai eu la piqûre, mais j'ai une repiqûre, si ça se dit. Et c'est là que j'ai décidé consciemment de dire, ben garde, on va délaisser la traduction tranquillement parce que, bon... Et là, tu n'étais pas il faut... encore, tu avais la piqûre, mais tu n'étais pas encore conscient des conditions de travail. Non, du tout, du OK. tout. Là, écoute, j'étais relativement nouveau là, au domaine de l'interprétation. Et comme j'ai dit, j'ai tranquillement lâché prise sur la traduction écrite au point où est-ce que je me disais, ben écoute, je vais complètement mettre ça de côté. Je veux me consacrer à quelque chose, encore une fois, hein, la recherche de soi. C'est encore là. Je veux me consacrer à quelque chose qui est plus un défi pour moi, tu sais, qui est plus, sans pas la traiter, qui cadre plus avec qui je suis. Et là, j'ai eu un emploi comme interprète salarié à la SAC, donc la Société de l'assurance automobile. Certains de mes collègues ont sûrement déjà travaillé comme pigistes sur le fameux projet de la SAC, le SACLIC. Donc, je me Donc, tout le permets, monde a entendu parler. je me permets de le nommer. Et qui a eu son lot de problèmes, mais pas en raison des interprètes. Non, 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 non. non, c'était pas à cause des interprètes. Et j'ai été là pendant tout bonnement 2 ans. Donc, et j'habite Victoriaville, donc je faisais le voyage matin-soir, Victoriaville, Vieux-Québec, donc au siège social de la SAC. Ça, c'était en 2019. On embarquait dans 2020. Et qu'est-ce qu'il y a eu en 2020? La COVID. Voilà. C'est Et ça. lorsque j'étais sur le point d'abandonner, en raison tout simplement de l'épuisement, du voyagement et tout ça, il y a eu la COVID, donc on a travaillé de la maison pendant les 2 prochaines années, solide, comme on dit. Et ça a été, en fait, en quelque sorte, une bénédiction pour moi, la COVID. Je comprends. Comme certaines personnes, ça m'a permis de continuer de travailler, de gagner un salaire tout en étant à la maison, on s'occupe des choses de la maison aussi quand on est là. Donc, ça a été une bénédiction. Et puis, à la sortie de la pandémie, bon, quand les choses ont commencé vraiment à reprendre vie, tant au niveau de la société en général que dans le monde de l'interprétation, c'est là que j'ai décidé de quitter le projet de la SAC pour me consacrer à la pige à temps plein. Donc, comme pigiste à temps plein, euh, comme interprète. Donc, voilà, c'est ça mon parcours élaboré de façon un peu froide et sèche, sans émotion, là, évidemment. C'est un petit peu mon CV. Voilà. Et pour revenir aux conditions de travail, ça a évolué beaucoup. Alors, donc, tu as été avant la pandémie, pendant la pandémie et maintenant que la pandémie est terminée. Alors, c'est comme trois Ouais. étapes dans ta carrière. Ouais.
Avant la pandémie, donc, tu étais employé. Pendant la pandémie, Oui, au point de vue technologique, ça a évolué beaucoup. Zoom, toutes les oui, moins de oui, déplacements exigés. Donc, oui. ça coûtait moins cher aux clients de faire appel à vos services. Oui, et certains, possiblement certains de mes collègues et même des gens qui gèrent des cabinets d'interprétation pourront plus vous l'expliquer que moi. Ben, mon expérience, c'est que il y a eu cette espèce de panique générale, bon, disons panique, entre guillemets, lorsque la pandémie est arrivée. Parce que là, les interprètes qui étaient habitués de se rendre sur place pour faire des mandats d'interprétation se sont vus couper du jour au Mhm, lendemain, littéralement, leur vivre, mhm. leur vitalité, euh, leur carrière tout court, donc leur identité aussi. Et puis, en étant à la SAC, comme j'ai mentionné tout à l'heure, nous, on nous a renvoyés à la maison et on nous a dit, parce qu'il faut dire que la pandémie a fait en sorte que les plateformes d'interprétation qui existaient déjà Mhm. avant, mais ont été amplifiées. Leur utilisation a été amplifiée pendant la pandémie et en raison de la pandémie. Et après aussi, hein, on vit encore avec cette révolution qui a été la pandémie vis-à-vis les plateformes d'interprétation qui sont encore là, qui sont plus que jamais largement utilisées aujourd'hui. Mais là, on nous a envoyé à la maison, on nous a dit, garde, installez votre propre système Ah, d'interprétation. OK. Ils ne prenaient pas en charge la responsabilité de... Non, parce que ça impliquait acheter des licences, ça impliquait, pour la SAC, évidemment, c'est un organisme gouvernemental, et pour ceux qui connaissent un peu les organismes gouvernementaux ou les branches des différents ministères, il y a de la paperasse. Si on veut, disons, demander une permission pour Ça utiliser prend du temps. surtout Ah, ce qui est je comprends. informatique, Oui, c'est oui, sans oui. fin. C'est sans fin. D'accord. Il faut considérer les coûts, la sécurité, le ci, le ça, tout, la paperasse administrative autour de ça. Écoute, on a constamment exigé d'avoir une plateforme qui faisait un peu, qui ferait notre bonheur. Hmm. Notamment à l'époque, en fait, il y avait Zoom qui existait, là, Oui, mais pour des raisons de sécurité, en tout cas, bref, on n'a jamais voulu à la SAC faire le saut et utiliser une d'accord. plateforme. Donc, on avait deux ordinateurs avec des plateformes indépendantes. Donc, on avait un ordi avec WebEx et l'autre ordi avec Teams. Oui, Donc, une oui. plateforme avait les anglophones et une plateforme avait les francophones. Et l'interprète se situait carrément au milieu des deux plateformes avec, croyez-le ou non, deux casques d'écoute. Ah, Seigneur! Donc, on Oh, avait un casque d'écoute pour un côté anglophone et un casque d'écoute, ben un casque d'écoute voyons donc! pour ceux qui parlaient français. Donc, un, Ah, deux, ça t'aurait pas donné le goût, hein? écoute, Ça aurait été mon dernier mandat. mais c'est assez surréel comme interprète. Puis ceux qui n'ont pas eu la chance de vivre ça, d'abord, je ne vous le souhaite pas. Sauf que ça a été pour nous une expérience de croissance, un peu comme un médic pendant la guerre. Quelle meilleure occasion de peaufiner son art, son métier, que d'être dans le champ de bataille. Oui, Et ça c'est c'est là sûr. qu'on était avec ces plateformes-là. Carrément, on était des interprètes de brousse, comme disait un de nos collègues à la SAC, des interprètes de brousse. Et puis, en sortant de là, ben, je me suis dit, garde, avec tous les problèmes de son, les problèmes de technique qu'on a eus, avec toute la gamme de problèmes sans fin qu'on a rencontrés pendant nos années à la maison en fonctionnant avec ces plateformes-là, maintenant, il n'y a plus rien qu'on ne peut plus faire. On est capable de tout faire. Il n'y a aucun problème qu'on ne peut pas résoudre parce qu'on a déjà tout vécu. On, on sort de la guerre, là. On sort de notre Oui, bataille, de oui, notre oui. Deuxième Guerre mondiale en tant qu'interprète. On l'a vécu pendant 2 ans, là. Donc, moi, je suis un interprète probablement plus compétent, plus formé, plus, en fait,
comment je dirais, Auto-formé, dans le fond, parce auto-formé. que tu t'es formé avec l'aide de tes collègues. Absolument, C'est ça, vous absolument. n'aviez Donc, pas. on était des interprètes laissés à nous-mêmes côté technologique. Je dis bien, C'est ça. c'était nos frères d'armes, hein. Et là, le mot frère d'armes Oui, prend tout son frère sens d'armes. avec l'analogie que j'ai utilisée. Absolument. J'ai encore des collègues qui sont à la SAC actuellement, que j'ai laissés en arrière, mais écoute, je pense à eux quotidiennement, parce que je connais le sacrifice qu'il nous a fallu, en fait, comme interprète, pour s'en sortir, là. Mais bon, je me disais, ben, si je retourne sur le marché de la pige, je vais sûrement être aguerri, je vais sûrement être plus fort. Mhm. Et c'était pas faux. Mhm. C'était pas faux. Parce que encore aujourd'hui, j'ai des réflexes, j'ai des habiletés que j'ai développées et peaufinées pendant mon temps à la SAC que Mhm. j'utilise encore. Ah, c'est Voilà. bien. Ouais. Donc, il va falloir que tu donnes des formations là-dessus. Des formations d'interprète de brousse, c'est ce que je vais faire. Oui, ça serait le diplôme interprète de Bruce. Oui, mais les plateformes, pour conclure juste la question, là, oui, les plateformes, il y a eu un essor en sortant de la Mhm. pandémie dans le monde de l'interprétation. Il y avait Skype aussi, là, qui avait le vent dans les voiles. Puis à un moment Oui, donné, oups, c'est Zoom qui a oui, pris le oui, dessus. il y avait Skype et pour, écoute, des raisons corporatives sûrement, en partie. Euh, il y a certaines plateformes qui ont avancé, qui ont pris le dessus sur le marché. Mhm. Par rapport à d'autres plateformes. Mhm. Donc, on peut penser, tu sais, on peut penser à Teams, qui n'avait pas une fonction d'interprétation tellement développée au départ. Certains diront qu'elle ne l'est pas encore. OK. Mais il y avait Zoom qui a été quand même disons, comment dire, Ils sont beaucoup améliorés, Zoom, hein, Lucie, tu ouais, Oui, l'utilises. beaucoup plus que Teams. OK, tu utilises Teams aussi? Je l'ai fait une fois, j'ai trouvé ça sous-développé. OK. ouais, effectivement, Et toi, effectivement. tu es d'accord avec ça aussi? Je suis d'accord avec ça. Il y a certaines plateformes qui se sont démarquées, et avec raison, parce que Mhm. tout simplement, c'est un peu l'évolution, comme l'évolution biologique décide Mhm. du plus fort, mais c'est un C'est peu la ça, même hein? chose, C'est hein. la loi du plus fort, hein? C'était Ouais, la loi ouais. du plus OK. fort. Zoom a fait ses preuves. Bon, et pour toutes sortes de concours de circonstances également, comme j'ai dit, tu sais, il y a plein de facteurs, pas seulement celui-là, la facilité d'utilisation ou la Mhm. convivialité, mais il y a d'autres choses aussi. Et certaines plateformes se sont démarquées. Mais de façon générale, les interprètes, on se retrouve maintenant avec une charge de travail qui, si on le désire, peut quasiment être entièrement à distance, donc virtuel. Donc, on peut aussi bien interpréter une réunion qui se situe à l'autre bord de la planète, Mhm. comme on peut interpréter une réunion qui est de l'autre bord du chemin, là, OK. l'autre bord de la rue. Euh, ça nous a permis vraiment une métamorphose et une Un certaine. élargissement de la clientèle ou Ben, évidemment, un élargissement de la c'est ça, clientèle hein? parce qu'il y a quand même, si on considère que le coût de l'équipement pour l'interprétation est quand même, c'est assez coûteux, hein, ça peut Mhm. monter rapidement, surtout lorsqu'on a des congrès d'envergure, des gros événements. Mhm. Les cabines, les consoles, les techniciens, les Mhm. micros, tout Mhm. ce que vous voulez, tout ça, ça coûte plusieurs milliers de dollars pour un seul événement. Donc, et Mhm. parfois même des dizaines de milliers de dollars de plus. Donc, la constante dans ça, c'est l'interprète. L'interprète, qu'on soit sur place ou qu'on soit virtuel, on ne fait que payer l'interprète. Mhm. Dans un cas comme l'interprétation virtuelle, mais on élimine l'équipement, évidemment, sauf les ordinateurs utilisés par les participants et l'interprète, mais ça n'a pas de coût réel, ça n'a pas Mhm. d'impact réel en tant que tel pour le client ou d'impact significatif sur le portefeuille du client. Donc, ou Il le y a demandeur. le compte Zoom qui doit, parce que sinon c'est gratuit, c'est 40 minutes, alors donc il faut avoir un compte Zoom, et c'est Oui, mineur oui, comme oui, oui, oui. dépense, hein. Et évidemment, une licence Zoom, là, et puis il y a sûrement des gens qui connaissent plus les tarifs que moi, mais Mhm. je peux presque vous garantir que ça ne se compare pas euh, au À prix ce de qu'il y avait location des avant, là, cabines, de, 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 exactement. de, de tout l'équipement lié à l'interprétation sur place. Donc, voilà.
Ouais. Donc, Mais ça a été gagnant-gagnant, en fait, je pense. donc, ce que je comprends, c'est que vos tarifs sont restés quand même assez stables, mais vous avez plus de travail qu'avant la pandémie. Ben, c'est-à-dire que Quelqu'un qui veut remplir sa oui, semaine. oui, on a ajouté beaucoup plus d'apparitions virtuelles, de contrats Mhm. virtuels. En tout cas, personnellement, je peux vous dire que c'est le cas pour moi. Et la beauté de la chose, c'est que maintenant, avec cette possibilité-là d'avoir plus de contrats virtuels, un interprète peut, par exemple, se dire, ben, moi, pendant une semaine donnée, je veux faire, si je vais travailler, disons, 4 jours dans ma semaine, ben, je vais Mhm. pouvoir faire 2 jours virtuels et 2 jours sur place. Mhm. Si la personne veut fonctionner comme ça, d'autres interprètes vont dire, ben, moi, je préfère seulement le virtuel, seulement dans le confort de ma propre maison, Mhm. d'être dans mon milieu et de travailler comme ça uniquement. C'est parfait. D'autres préfèrent seulement ou presque être sur la route, de Mhm. voyager. Moi, j'aime beaucoup voyager, Mhm. mais j'aime également être à la maison. Ça me permet un bon repos, ça me permet de s'occuper des choses de la maison aussi, on s'entend, là. Mhm. Mhm. Ça nous donne cette occasion-là. Mais c'est le meilleur des deux mondes. Pour Mhm. quelqu'un comme moi, exemple, qui veut une charge 50-50, qui veut voyager, qui veut voir du paysage, qui veut faire du social. C'est ça, hein, c'est Oui, le danger avec le virtuel, c'est que finalement, on perd le contact avec les gens là, en oui, personne. Et... oui, et encore là, ça va à la personnalité de la personne en tant que jeu ici. Hein. Si on est une Mhm. personne ça peut paraître paradoxal. On interprète, on est toujours à parler Mhm. devant les gens, mais on aime ça être tranquille à la maison. Oui, c'est le cas pour certaines personnes. Mhm. C'est le cas. Pour d'autres, mais écoute, je connais de mes collègues que c'est des messieurs, des madames sociales. Il ne serait pas question d'être uniquement à la maison. Euh, Donc, la pandémie, ça les a fait souffrir d'être toujours en virtuel. Il y a dû avoir des prises de conscience chez les gens, là, chez les interprètes, sur leur façon de ah, fonctionner. ben, certainement, Ça confronte, hein, ça. ça confronte, ça nous permet de faire un comparatif, Ouais, une c'est comparaison, ça. parce qu'on C'est a, ça. on a vécu ce que c'est d'avoir la liberté, pas dans le sens qu'on entend dans les manifestations, mais la vraie Mhm. liberté de faire son propre choix par rapport à comment on veut gérer notre parcours de carrière. Ça nous permet La pandémie, en fait, ça a été vraiment une toile de fond qui nous a permis de s'arrêter, de nous arrêter pour vraiment faire le point, et là je parle au niveau professionnel, là, Mhm. de vraiment faire le point sur est-ce que je suis satisfait avec mes conditions de travail à certains Oui, égards. oui. Parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui sont passés du bureau à la maison, Mhm. de même pour les interprètes. Et ça nous a permis de prendre du recul, de vraiment peser les pour et les contre d'être à la maison, de faire des conférences virtuellement, plus qu'avant. Ce qui fait en sorte que en sortant de la pandémie, mais bon, on est plus illuminé par rapport à qu'est-ce qui m'intéresse. Mhm. Est-ce que je veux Effectivement. faire un plus que l'autre? Est-ce que je veux faire les deux? Dans mon cas, c'était les deux. Mhm. Je suis chanceux d'être capable de faire ça. Comme nous sommes tous en tant qu'interprètes. Je pense que on est, oui, dans une vague. Il y a beaucoup il y a beaucoup de demandes. Mhm. Et la manne est là, on n'est pas Mhm. obligé de se chicaner hein, pour des contrats, on le sait tous et toutes, ceux qui œuvrent dans le domaine d'interprétation. Donc, la beauté, comme je disais, la beauté de la chose, c'est en tant qu'interprète aujourd'hui, on peut un peu y aller à la carte pour ce qui est de notre parcours professionnel. Mhm. C'est le cas pour l'instant, et dans mon cas, en tout cas. Mais c'est fantastique. Et quand ton travail aussi, tu travailles seul, tu peux travailler en solo ou en équipe. Comment ça se passe, le temps quand tu es en solo, quand tu es avec quelqu'un ou deux autres personnes? Et puis, justement, dans cette nouvelle réalité-là, en virtuel et en personne, dans une cabine. Ça Quand, change, quand ça. tu es en cabine, tu peux sentir le stress ou Ouais. le collègue ou la collègue. Il y a une chimie qui peut s'installer aussi, qui s'installe peut-être moins en virtuel. C'est un peu Oui, difficile. oui, OK? absolument. Pour ce qui est de l'acte d'interprétation, Mhm. c'est fatigant mentalement et Mhm. physiquement, Mhm. qu'on soit virtuel
ou sur place. C'est D'accord. sûr. Il y a une certaine, il y a un effort que l'on injecte dans l'acte d'interprétation qui est fatigant tout court, Mhm. fatigant, épuisant. Mhm. Cela dit, oui, évidemment, lorsqu'on a la chance d'être avec des collègues en personne, on a un lien, on a une méthode de communication qui n'est pas du tout la même que virtuellement. Mhm. Virtuellement, on est devant notre écran, on n'a pas de contact physique avec la personne et Mhm. les interprètes aussi, lorsqu'on interprète virtuellement, on ne se voit pas l'un l'autre parce qu'on va fermer notre caméra. Donc, le principe, c'est que l'interprète ne s'impose pas, l'interprète est invisible, il fonctionne en arrière-plan. Donc, on ferme notre caméra, on ouvre notre micro pour l'interpréter. Donc, le but, c'est d'être invisible. Et cela dit, ben bon, on coupe un peu cette fenêtre que l'on a de communication directe avec nos collègues. D'accord. Donc, on va communiquer par texto, on va communiquer avec WhatsApp, on va communiquer avec des plateformes comme Google Chat, par exemple, D'accord. pour justement ben, Si on a un communiquer tout terme sur court, lequel mais on bloque, puis que le collègue peut c'est te ça. dépanner, oups, Pour aider WhatsApp. avec la terminologie, surtout pour faire nos échanges de Mhm. micro, ce qu'on appelle le handover en anglais, lorsqu'on passe d'un interprète à l'autre, parce que les tours, pour venir à votre question, les tours des interprètes sont habituellement de 30 minutes, selon le degré le niveau technique du sujet, selon la vitesse de parole de la personne qui va parler. On parle d'environ 30 minutes, mais ça peut, encore, selon le niveau technique, être différent. Ça peut être moins que 30 minutes. Et dans ce temps-là, on s'arrange avec nos collègues pour arriver à un consensus. Donc, est-ce qu'on y va aux 30 minutes, aux 20 minutes, selon le, La la difficulté ou difficulté, la... plein de facteurs finalement qui entrent en jeu, C'est ça. mais tout ce qui nous pose un défi, on va tenir compte de ça dans nos temps d'échange de micro finalement. Et aussi, quand tu travailles en solo, tu es tout le temps sur la ligne de feu, mais quand tu es en équipe, tu as comme une pause que tu peux faire, même si tu aides ton collègue ou ta collègue, Ouais, t'es pas, c'est moins fatigant, là. Donc, tu as comme ouais. un repos, un certain repos. Oui, absolument, absolument. Habituellement, un interprète en solo, là, on s'entend, ça peut varier selon les interprètes, mais disons, dans mon cas personnellement, je n'accepte pas de mandats qui vont dépasser 1 heure en solo. Mhm. C'est tout simplement ça. Et encore là, je ne vais pas faire des 1 heure à chaque jour de la semaine. Je Ah, vais me d'accord. limiter. Je vais en faire peut-être peut-être 2 par semaine, gros maximum. Encore, ça dépend des goûts des interprètes, mais si personnellement, j'ai appris au fil du temps que si je ne veux pas m'épuiser, parce que Mhm. l'interprétation, c'est un marathon, hein? Il y en a qui courent des marathons, Il y en a qui font les deux. comme ma On a une collègue, marathonienne ici avec une nous. vraie marathonienne. Et interprète, je dirais que il y a beaucoup Et Ça se d'analogies à ressemble. faire. il y a beaucoup de parallèles à Oui. faire, justement. Et c'est un marathon et non un sprint. Donc, il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte de nos réserves d'énergie. Il faut tenir compte du cumul de fatigue. Donc, solo, c'est limité. Le temps est limité. En cabine, lorsqu'on est deux, actuellement, c'est à partir de plus d'1 heure Mhm. de temps de micro à monter. Donc, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures qui est considéré comme une demi-journée, ou 8 heures, 6 heures, 8 heures qui est considéré comme, ou plus, qui est considéré comme une pleine journée. Minimalement, pour faire des demi-journées ou des pleines journées, on va être deux. On va être un duo, ce qu'on appelle le Mhm. duo d'interprètes, et on va s'échanger nos tours environ chaque 30 minutes, à chaque 30 minutes, dis-je. Euh, Lorsqu'il s'agit d'une pleine journée, encore une fois, c'est encore mieux si on est trois. Parce que un calcul simple va nous faire voir que si on est deux et qu'on échange notre micro à toutes les 30 minutes, donc ça nous donne 30 minutes de pause. Mhm. 30 minutes d'interprétation, 30 minutes de pause, 30 minutes d'interprétation, Exactement. et ainsi de suite. Lorsqu'on est trois, évidemment, on vient d'extensionner ou de rendre notre pause un peu plus longue. Donc, on vient de doubler notre temps de pause.
on va passer, donc, on va faire notre 30 minutes de temps de micro. On va Mhm. passer le micro au collègue numéro 2, Mhm. et lui va passer au collègue numéro 3. Donc, on va avoir 1 heure de pause jusqu'à ce que notre Mhm. tour revienne. Donc, c'est sûr que c'est le fun, ce temps-là, lorsqu'on est 3 sur un mandat d'une journée. C'est certain qu'on a un petit pétillant dans l'œil Ça doit, hein? en Ça partant doit le faire. matin, en se disant, ben garde, on va peut-être conserver un peu d'énergie aujourd'hui. Mais encore là, si le client ne peut pas se permettre 3 interprètes, ben C'est bon, le prix qui parle, hein? le Oui, c'est prix va ça. souvent parler, mais l'interprète peut parler aussi, hein. L'interprète peut dire, ben écoute, pour un congrès d'anesthésistes super technique qui Mhm. va durer 8 heures, c'est peut-être une bonne idée qu'on soit 3 et non 2. Donc, Avec des interlocuteurs qui parlent avec des accents d'un peu partout dans le tout monde, à là. fait, tout à fait. Donc, Donc, ce temps-là, on va se dire, ben écoute, on va peut-être refuser un contrat parce qu'on n'est pas 3 ah, dans certains d'accord. cas. Dans les cas où est-ce qu'on connaît plus ou moins la matière déjà, qu'on a reçu les documents à l'avance pour la réunion et qu'on a eu le temps de se familiariser avec la terminologie et tout ça, et qu'on voit que c'est tout à fait abordable à 2, eh bien, on va y aller à 2. On va accepter, on Mhm. va y aller à 2. Donc, Donc, si, c'est ça qui joue dans ta décision, c'est ce qu'on te fournit pour une journée où les 3 serait l'idéal, mais tu, tu vas regarder la documentation et tout. oh, ben c'est le package complet, C'est comme on le dit, hein. package, oui, C'est c'est ça. vraiment, Vous analysez ça, puis on là, analyse ça. vous y aller. Mais il faut dire qu'à moins que ça soit vraiment beaucoup plus difficile, on va y aller à 2 automatiquement. Là. Je dirais personnellement que je ne change pas, je refuse pas beaucoup de contrats parce qu'on est 2 là. OK. Ça Voilà. fait que c'est pas si pire que ça. OK, puis on voulait voir aussi. Donc, on a parlé de la journée type de l'interprète à peu près là, en parlant du travail d'équipe. Puis aussi, ça, c'est, disons, l'interprète et les clients. Mais à l'intérieur de l'interprète, qu'est-ce qui se passe? Ses valeurs, les conflits de valeurs, l'effort cognitif, l'attention, la Ouais. mémoire. Oui, Alors, et le casse d'écoute, on va en parler tout à l'heure avec l'attention, là. Mais justement, les valeurs, c'est bien important de bien les gérer pour pas, premièrement, éviter les conflits de valeurs. Si oui. tu es en conflit avec le contenu, est-ce que ça doit jouer dans ta décision? Comme nous, des fois, en traduction aussi, on va dire, moi, je refuse de traduire tel texte, c'est contre mes valeurs. Oui, oui, oui. Écoute, ça peut arriver. J'ai certains de mes collègues qui ont refusé d'aborder un sujet parce que justement, ça parlait bon, de viol ou d'abus sexuels ou de choses comme Oui, ça et qu'eux-mêmes avaient vécu des quelque choses chose difficiles. difficile dans leur parcours de vie. Tout à fait, tout à fait. Et c'est tout à fait, comment je dirais, respectable cet acte de refuser de la part de l'interprète parce que ça peut effectivement aller chercher des émotions assez difficiles à gérer. Et lorsqu'on fait un travail qui nous demande autant, si cela vient affecter notre travail, Mhm. eh bien, on n'est pas content de nous. Le client n'est pas content de nous non plus, évidemment, hein, parce que on veut que que tout se passe bien. Mhm. Fait que oui, tout à fait, ça se peut qu'un interprète puisse refuser un contrat ou carrément euh, passer le micro à son collègue à un moment donné en séance tenante si ça devient trop, un bagage émotif trop important. Personnellement, je n'ai pas vécu ça encore. Peut-être que je le vivrai Mais un pourtant, tu jour. as eu à interpréter des choses pas faciles. Oui, absolument, absolument. Et tu arrivais donc, à faire, à prendre assez de recul pour pas te sentir impliqué émotivement, hein, Oh, effectivement. C'est ouais. ça, hein, c'est ça Oui, le oui, oui. travail que tu as à faire, qu'il faut faire. OK. Oui, je pense que on est capable de mettre un visage professionnel, hein, on est capable Mhm. d'avoir une certaine carapace. C'est sûr que parler de viol, parler d'abus sexuels, je reviens là-dessus parce que c'est souvent, c'est parmi les pires des thèmes à aborder. C'est sûr que c'est pas facile pour personne, qui que ce Mhm. soit, qu'on ait vécu des traumatismes ou non. Mais si on a, écoute,
moi, n'ayant pas, je le dis ouvertement, je n'ai jamais vécu ce genre de traumatisme dans ma jeunesse ou n'importe quand dans ma vie. Je suis peut-être plus en mesure de mettre mes émotions de côté, même si ça Mhm. vient quand même susciter, c'est quelque Oui, chose, là, hein, on entendre s'entend les que c'est témoignages, des fois, effectivement. lorsqu'on fait une interprétation juridique également, on est en cours, on a des cas qui sont tout à fait horribles, Mhm. des cas de viol, des cas de violence exceptionnelle, de violence euh, mentale, physique, de l'abus d'enfants, c'est sans fin, hein, c'est sans fin. Mais je pense que personnellement, je suis capable professionnellement de me séparer émotivement de ces choses-là. Ou encore, est-ce qu'il y a une question de valeur parce que justement te séparant, tu es capable de dire, mais ce que je fais, c'est bien, même si c'est difficile d'interpréter, mais tu vois le bien que ça va apporter. Comparativement à la personne qui a été trop impliquée, tu as le recul pour te dire, ben là, j'aide des gens à débroussailler ce qu'ils ont vécu. Est-ce que ça Oui, alimente ta justement, démarche? tu viens OK, compléter exactement OK. ce que je disais. Ça vient justement alimenter ma motivation. Ta Ma motivation, motivation renforcer ta motivation, de oui. faire du bon boulot, Oui. de faire, comme on dit, une bonne job. Euh, Parce que au bout de tout ça, il y a quand même quelqu'un qui reçoit notre interprétation. Il y a quelqu'un Mhm. qui dépend de nous, à divers degrés parfois, mais il y a quand même quelqu'un qui dépend de notre interprétation pour comprendre ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se dire. Et lorsqu'on est dans le milieu juridique ou du travail social ou lorsqu'on discute de choses importantes et qu'il y a des gens qui dépendent de nous, ben, on a, comme on dit, on a une job à faire, puis il faut la faire. Faut Il être dans le faut bon registre pour que celui qui écoute ton interprétation comprenne toutes les nuances et qu'il y a à comprendre. effectivement, Alors, il donc, faut, faut que tu laisses tes émotions de côté pour te concentrer. c'est OK. normal, c'est OK. normal. Je pense que ça va de soi. Il faut quand même mettre notre visage objectif. Mhm. Il faut mettre un peu Mhm. notre Mhm. masque de bon interprète et il faut livrer le message, tout simplement. Il Mhm. faut livrer le message, évidemment, avec passion, avec enthousiasme et de façon juste pour le client. Mais d'abord et avant tout, c'est pour quelqu'un qu'on fait ça. C'est pas pour nous qu'on le fait. On peut Mhm. retirer une satisfaction de l'acte d'interprétation. Évidemment, mes collègues, ils le savent très bien. Il y a une certaine récompense personnelle que l'on retire dans l'acte d'interpréter. Sauf que c'est vraiment pour l'autre. J'ai Mhm. souvent dit à des débutants en interprétation qui sont nerveux ou qui sont anxieux, aie pas peur, parce que il faut que tu vois le client un peu comme un petit bébé qui a besoin d'être que l'on a besoin, on a besoin de prendre soin de ce petit bébé-là. On a besoin de le prendre dans nos bras, de le cajoler et de s'assurer que tout va bien se passer. C'est la même chose. Le- L'interprète doit voir son client comme un peu vulnérable en ce sens-là. Parce qu'il n'y a pas la langue, il n'y a pas le niveau de langue qu'il faut pour comprendre le message. Mhm. On doit donc le dépanner, on doit l'aider, on doit le prendre par la main, on doit l'accompagner, le prendre de nos bras, justement. Il n'y a personne qui est là pour nous juger en tant qu'interprète, hein. Oui, on a le trac un peu parce qu'on est exigeant envers nous-mêmes, je pense. Mhm. Mais souvent, les débutants vont se dire, ben, ah, les gens, ils vont penser quoi? Ils vont me regarder, Les gens sont là pour écouter le message. Mhm. Les gens ne sont pas là pour voir l'interprète. Mhm. L'interprète s'efface, il est en arrière-plan. En même temps, il prend toute la place parce que souvent, c'est l'interprète qui va être la voix de tout le monde, qui va être la voix la plus importante d'une réunion, X, Mhm. Y, Z. Mais il reste que, fondamentalement, l'interprète est là pour livrer le message et le client doit être vu comme quelqu'un qui a un besoin à combler. Il y a Mhm. un besoin de compréhension, il y a un besoin de comprendre la communication qui se passe dans cet espace-là. Donc, la responsabilité de l'interprète, c'est de bien rendre ce message-là.
C'est vraiment très, très intéressant. Et justement, on vient de parler beaucoup des émotions. Moi, je m'intéresse beaucoup aux émotions en traduction, qui a été longtemps considéré comme un sujet tabou dans les études sur la traduction parce que c'était vu comme une démarche cognitive, la traduction. Donc, les émotions n'avaient rien à voir là-dedans. Mais les émotions, c'est des guides aussi qui vont dire, Oui. oui, j'ai le bon terme. Et c'est encore plus vrai que pour la traduction parce que vous avez, c'est quoi votre délai? C'est trois, Ah, ben, il y a le décalage. ce qu'on appelle le décalage, oui, Ouais. oui, c'est le laps de temps qu'il va y avoir entre le dernier mot parlé du présentateur et le début de notre parole à nous en tant C'est qu'interprète. ça. Donc, Donc, c'est cet espace-là oui, il se passe beaucoup de qui choses là, à l'intérieur de vous il se passe pendant que. énormément de choses dans Donc, cette. sûrement des émotions qui vous disent, ah, c'est le bon terme ou c'est pas le bon terme ou c'est. Tout à fait. C'est OK. un espace d'analyse et de réflexion. Donc, C'est très beau. c'est un laps de temps qu'on se donne comme interprète et qui peut varier évidemment d'un interprète à l'autre, mais ce décalage est un laps de temps que l'on se donne où est-ce que le message du présentateur va être analysé, va être décortiqué. Drôle à dire dans 3 secondes. De tout faire ça en 3 secondes. 250 millisecondes avant que l'interprétation, la traduction commence. Ça, c'est les dernières recherches. Ouais. Dès qu'on Ouais. pose les. Ben là, vous autres, c'est entendre, là. Mais nous, les traducteurs, quand on pose les yeux sur un texte à traduire, c'est 225 millisecondes, puis ça part. Oui, Alors, absolument. après, donc, c'est très court. Puis après ça, le restant du 3 secondes, c'est émotion, analyse et tout. Mais Oui. tout Ouais. en même temps, là. Oui, absolument, absolument. Et oui, c'est une habilité qu'on développe et même il y a des cursus universitaires en interprétation et des livres, des manuels de cours universitaires en interprétation que j'ai chez moi qui ont des chapitres entiers qui parlent seulement de décalage. Donc, Incroyable. c'est un espace qui revêt une grande richesse. C'est un petit laps de temps où est-ce que l'interprète va vraiment analyser le message, le décortiquer, le refaçonner, faire quelque chose de beau avec ça. Et puis, va le sortir de l'autre côté, va l'exprimer, et tout ça à l'intérieur de 3 secondes. Est-ce que les puis les choses comme ça fait partie du décalage? Je devais étudier ça, moi, dans ma thèse de doctorat, puis finalement, on n'a pas eu le temps, là. Ben, écoutez, dans certains cas, les fillers, qu'on appelle en anglais, donc les éléments OK. de D'accord, remplissage, oui, oui, ou c'est ça. c'est pour certains, ce ne sont que des tics nerveux, mais bon, Ah, tout ce qui est euh, euh, et puis toutes les hésitations de ce ouais. genre-là, Ça, c'est que ça fait partie des décalages, non? dans certains cas, personnellement, il faut juger. Il faut juger, est-ce qu'on les laisse là ou est-ce qu'on les laisse pas là? La plupart du temps, on peut déterminer assez rapidement euh, si c'est quelque chose comme un tic nerveux ou quelqu'un qui essaie seulement de remplir le temps ou quelqu'un qui est insécure à parler devant les autres, va remplir le temps avec ces expressions-là qui ne veulent rien dire. Ne sont que des sons. Donc, l'interprète va les filtrer. Il va enlever ces hésitations-là dans le discours qu'il va livrer, dans l'interprétation qu'il va livrer. Il y a Oh non, certains mais moi, je cas parlais des E que les interprètes font. que les interprètes font. OK, on parle pas des mêmes E. Non, mais le but, c'est de ne pas en faire. OK, là, c'est ça. Parce que moi, c'est ça, j'avais des gens qui commençaient, peut-être qu'il y avait un an, ou qui étaient des étudiants d'interprétation, et il y avait des E, puis parce que j'ai eu les protocoles étaient retranscrits, puis on devait, si on avait eu assez de temps, voir s'il y avait un lien entre selon bon, Ah, le casque d'écoute, là, selon qui était mis dans telle oreille, telle autre oreille. les hésitations de la part Les de... hésitations, donc je me posais la question si, pour revenir au décalage, Ouais. est-ce que c'est considéré pour un interprète novice comme faisant partie de son décalage? C'est ça. Mais Ben, normalement, c'est un temps de silence, là, c'est ce non, que je non, non, non. comprends. D'abord, Mm. le décalage, oui. Avant Mm. tout, c'est un temps de Espace silence aérien, ouais. qui est occupé tout simplement par Je l'analyse comprends. mentale du message et le Mhm. filtrage et puis le refaçonnage du message pour qu'il puisse être livré d'une façon attirante et agréable. OK. Donc, il n'y a pas vraiment de place. Il n'y a pas Pour vraiment de non, il n'y a pas place de place. pour Juste que l'hésitation. je t'écoute, là, je viens d'allumer, là. Et je pense que c'est pas approprié non plus pour un D'accord. interprète d'ajouter ces hésitations-là
parce que ça fait quand même partie du message livré. Mhm. Je pense que c'est pas approprié qu'un interprète vienne ajouter des hésitations là où il y Du en a pas. locuteur ou du Justement, conférencier, là. justement. OK. Fait que oui, mais écoute, OK. lorsque le conférencier hésite, la plupart du temps, on va filtrer, on va dire non, non, écoute, on va purifier le message et on va OK. enlever les hésitations, Mhm. sauf lorsque ça revêt lorsque, comment je dirais, sauf lorsque c'est rattaché de très près au message, lorsque Mhm. la personne, par son hésitation, veut faire passer un message non verbal à son Appuyer sur, auditoire. mettre en évidence Effectivement. quelque chose, Effectivement. effectivement. Ça, je comprends. Donc, on a justement, donc on a vu la gestion des valeurs, la gestion des émotions, l'effort cognitif, qui est vraiment très important. Puis on a fait, on a, Lucie et moi, on a fait des lectures sur Mike Dillinger, qui va être notre prochain invité, Oui. et qui dit que au point de vue, lui a étudié l'interprétation du point de vue de la compréhension et il n'a pas vu de différence entre des interprètes qui avaient 8 ans et demi d'expérience et des bilingues équilibrés. Ils avaient la même compréhension du texte à 17% près, je pense, un très, très faible pourcentage compte tenu de la différence d'expérience. Mhm. Donc, il y aurait, ça nous met sur une piste qu'à quelque part, être interprète, puis être bilingue, là, on parle pas le côté production, là, pas finement, puis tout ça, mais au point de vue compréhension, les bilingues et les interprètes se ressemblent beaucoup, là, quand on parle de la compréhension. Oui, évidemment, il y a un aspect fondamental, il y a une fondation qui est cette compréhension des langues Qui est que, commune, là, vous qui est aviez en commune. commun, là, C'est ça, interprète et bilingue équilibré, que là. la personne Mhm. bilingue et que l'interprète vont partager. Mhm. Donc, ils vont avoir une certaine maîtrise de la langue, des subtilités de la langue et tout ce qui s'ensuit. Mais là où la différence est, qu'on remarque la différence entre la personne qui est bilingue et Mhm. l'interprète de carrière ou l'interprète professionnel, c'est au niveau d'autres facteurs plus, je dirais, plus mécaniques ou de gestion de stress, exemple. Euh, Toute personne bilingue n'est pas en mesure de gérer le stress qui vient avec l'acte d'interprétation. C'est certain. Toute personne bilingue n'est pas en mesure de euh, rendre un message, d'échanger le micro avec son collègue au moment opportun, de faire des recherches terminologiques en même temps qu'on interprète, d'avoir son attention à 10 endroits en même temps. Euh, il faut, il faut quelqu'un d'assez spécial, là. Puis par là, je- le particulier. Il faut un ensemble d'habiletés très particulières pour passer d'une personne qui est tout simplement bilingue à quelqu'un qui est bilingue et qui interprète en même temps. Donc, euh, ouais, je suis pas. C'est un peu les observations que tu as faites au fil C'est du temps, là, que tu as vécu ou c'est ton vécu ou c'est que tu partages. exactement, exactement, parce que je connais plusieurs personnes qui sont bilingues et qui sont très bons en anglais et en français, Mhm. mais qui sont tout simplement incapables d'interpréter ne serait-ce que 2 minutes Mhm. parce qu'ils n'ont pas cette combinaison magique d'habiletés euh, qui sont, Une qui question leur permet d'empathie aussi, parce que tout à l'heure, tu parlais du lien avec ton client que tu dois bercer dans certaines situations très difficiles, là, comme on parlait tout à l'heure. ouais. Est-ce qu'il y a aussi ça qui... Ben, je vous c'est pas dirais, tout le monde qui a l'empathie très développée. Tu sais, on n'est pas tous faits non, pareil, hein. C'est ça qui fait une société, c'est qu'on a tous des forces et des faiblesses effectivement, différentes. effectivement. On met ça ensemble, puis ça fait une société. En interprétation, je vous dirais que l'empathie, c'est un atout et non une obligation. D'accord. Euh, Par là, je veux dire que en surface, certains interprètes, tu vas les écouter, ils vont avoir l'air monotone, froid. Ah. Oui, Mhm. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il existe des interprètes comme ça, ce qui ne caractérise aucunement leur, comment je dirais,
leur habileté ou leur compétence comme interprète. Donc, euh, ils vont être de très bons interprètes, sauf qu'ils vont livrer le message d'une façon un peu fade et plate. Ça existe. L'atout de l'empathie, l'atout ensuite de la, comment je dirais, d'investir ta personnalité empathique dans l'acte d'interpréter, le fait d'investir cela, ça fait de toi un interprète habile, oui, certes, mais ça fait de toi aussi un interprète qui est peut-être plus intéressant à écouter D'accord. Tu vas capter que l'autre. l'attention de ton client, là. OK. Exactement. Donc, on va Donc, aller le message va probablement mieux passer puisque certainement, c'est certainement, ça. parce que si on a réussi à injecter l'émotion contenue dans le message original, dans Oui, le oui, produit que l'on on livre, dans s'entend là. l'interprétation Oui. qu'on livre, le récepteur de ce message-là, donc la personne qui va écouter le message qu'on livre, va certainement être plus touché. L'humour, justement, l'humour, une blague en anglais que tu arrives à traduire ou adapter, ou je sais pas quel mot Oui, on oui, pourrait ben, dire. je donne souvent cet exemple-là. Le même sourire, mais c'est pas la même blague. Exactement, exactement. Là où la personnalité d'un interprète peut plus être mise à profit, c'est quand il y a des blagues, justement. On va essayer d'interpréter une blague et nous, en tant qu'interprète, dans notre cabine, on voit l'auditoire, on voit les gens qui ont des écouteurs et qui nous écoutent interpréter. Et moi, personnellement, ce que je vais faire dans certains cas, c'est lorsqu'il y a une blague ou lorsque je, on me met au défi, parce que les blagues sont très difficiles à interpréter. Hein. Ça se prête pas bien à l'interprétation ou à la traduction. Donc, lorsque je vais faire la blague, je vais traduire la blague, je vais regarder dans l'auditoire et je vais regarder la réaction des gens. Je vais regarder, est-ce que la personne est en train de rire? Est-ce que la personne qui reçoit l'interprétation rit comme les autres? Donc, si la personne rit au bon moment ou elle part en éclat, ah ben là, c'est la plus grande récompense, je pense qu'on a comme interprète. Mhm. C'est d'avoir réussi à aller chatouiller les émotions de la personne avec notre prestation. Donc, ça veut dire qu'on a bien livré le message, qu'on a livré un message efficace, un message qui frappe. Et elle est en synchronicité avec les gens qui ne parlent pas sa langue. Elle est dans le même registre d'émotions que les autres. Hey, Absolument, mon Dieu. absolument. Il n'y a rien de plus plate que lorsqu'il y a une blague qui est dite en conférence et puis que tout le monde qui parle la langue la comprend, ils partent à Puis rire là, t'es là. et la personne qui a les écouteurs et qui écoute notre interprétation, elle bouge pas. Ah ouais, oui, ça, j'ai vu ça des fois. C'est horrible, c'est horrifiant. D'un, parce qu'on n'est pas satisfait de ne pas avoir réussi Mhm. à traduire correctement ou à interpréter correctement cette blague-là. Mais surtout parce qu'on a l'impression que la personne qui nous écoute tombe gênée parce que elle se dit, C'est ouais, ça, c'est ça. les autres rient, je devrais être en train de rire moi aussi, mais bon, ha ha ha. Vous voyez, il rit jaune un peu. Ouais, ouais. Et comme interprète, mais on se cogne sur la tête, on fait aïe, 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 qu'est-ce que j'ai fait là? Mais bon, hein, C'est des choses qui arrivent, si ça t'arrive, effectivement. si ça n'arrive pas à un interprète à un moment donné, c'est pas normal. Ça arrive à Non, tout le je monde. comprends. Je comprends. Puis, c'est ça, donc on a parlé des émotions, de l'attention. Ah, et puis, la question qui tue, comment tu portes ton casque d'écoute? Parce qu'on en a parlé avec, est-ce que tu l'enlèves avec, parce que là, on parle du casque d'écoute, on parle pas des écouteurs, là, pas des earpods là, qu'on met là. Ouais. Puis tu es appelé à travailler, entre autres, à Radio-Canada avec le casque d'écoute. D'ailleurs, Ouais. j'avais mis la photo, une photo, je me suis permis d'aller prendre une photo sur ton site où on te voit dans une cabine de Oui, Radio-Canada avec le casque d'écoute, là. oui, effectivement. Et puis, c'est ça, parce que quand j'ai fait ma thèse de doctorat, l'hypothèse qu'on voulait vérifier, on avait remarqué que les interprètes enlevaient toujours au bout d'un certain temps des écouteurs. Mhm. Et l'hypothèse, c'était pour s'entendre, pour vérifier si l'énoncé qu'ils produisaient était correct, Ouais, correspondait et qu'ils se servaient, gardaient l'autre pour comprendre. ouais. Alors,
Ouais. Et ça, c'était parce qu'on a fait passer des questionnaires aux gens. En fait, c'est pas moi, c'est Sylvie Lambert, que peut-être que tu connais de réputation, là, qui avait fait passer ça. Et c'est ce que disait, c'était comme ça qu'ils expliquaient la chose. Et puis là, on a vérifié du point de vue sémantique. Nous, on a juste regardé le point de vue sémantique, on n'a pas vérifié la grammaire, la syntaxe et tout ça. C'est juste la sémantique. Puis on s'est rendu compte que effectivement, c'était la meilleure qualité d'interprétation, c'est quand tu enlèves ton. Alors là, on s'est demandé pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à un certain moment donné, ils enlèvent le casque? Quel est l'élément déclencheur? Alors, on avait des textes argumentatifs. On avait une structure de texte argumentatif. Monsieur Dellinger a travaillé, lui, dans sa thèse de doctorat avec des procédures puis des textes, des récits. Moi, j'ai travaillé avec des textes argumentatifs. Donc, il y avait une structure, thèse et puis arguments, les différents types d'arguments. Donc, ils avaient le même type de texte en anglais et en français, parce qu'on avait les deux langues. Et puis, on s'est rendu compte que c'est ça, il y avait comme un côté, on parle beaucoup de l'effort cognitif. L'explication qu'on a eue, c'est qu'à un moment donné, quand tu as assez d'informations, au début, tu y vas bas à bas, là, tu sais, tu as un mot, puis un autre, puis une phrase, puis une autre phrase. Puis à un moment donné, il y a comme quelque chose qui se passe, puis là, on utilise l'hémisphère de la créativité, beaucoup moins précis. Justement, vous disiez de réduire quand vous aviez 4 phrases, puis vous étiez capable d'en faire une. C'est parce que vous êtes dans votre hémisphère de la créativité. Donc, c'était beaucoup moins fatigant. C'est pour réduire la fatigue. En tout cas, c'est on n'a pas, il n'y a pas eu d'autres études faites là-dessus. Puis je t'en ai parlé, puis c'est ça que tu me disais que à un moment donné, t'enlèves pour t'écouter, hein, pour écouter ta production. Absolument, absolument, mais j'admire Puis beaucoup que tu es dans une créativité. Mais en même temps, tu dis que t'es à ce moment-là, tu es comme dans une étape de créativité aussi, tu es très créatif. Tu parles de certains. Non? À moins que j'ai mal compris. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Personnellement, oui, il m'arrive et quotidiennement, lorsque j'ai des écouteurs, surtout les écouteurs qui couvrent Les deux entièrement oreilles. les Ouais, oreilles, c'est là, ça. moi, je trouve ça un peu incommodant, dans le sens que j'aime, j'appelle ça avoir le contrôle sur le message que je livre au client. Donc, si j'ai les deux coquilles, j'entends évidemment bien le message de la personne qui parle parce que je l'ai directement sur les oreilles, sauf que je m'entends un peu moins bien. Et ça vient me déranger un peu dans mon travail parce que, comme j'ai dit, le but pour moi, c'est d'avoir le contrôle à 100% sur ce que je livre comme message. Et la seule façon d'avoir ce contrôle à 100%-là, c'est de bien saisir ce qui sort de notre bouche. L'intonation, le volume, l'articulation quand on fait du message. Donc, pour moi, personnellement, lorsque j'enlève une coquille, et je le fais régulièrement, c'est justement pour pouvoir m'entendre, pour pouvoir livrer un produit qui est plus beau, qui sonne meilleur, qui est plus attirant pour la personne, qui va capter l'attention de l'auditoire Toute encore la plus. créativité. Donc, il y a toute cette espèce de créativité, de façonner le message. Et là, je dis bien façonner le message sans changer l'essence du message, le fond du message. Parce que ça, Mais tu le on fais pas au doit début. éviter. Tu le fais pas au début. Au début, t'as les deux coquilles, t'as les deux. Ben, ça dépend. Ça dépend Alors, peut-être c'est des ça. gens. Moi, dès le départ, je vais souvent avoir tendance à vraiment enlever une Dès le coquille ou départ. OK. partiellement enlever une coquille. Mhm. Parce qu'en enlevant une coquille au complet, ça vient vraiment nous jouer des tours parce qu'on a tendance à augmenter le volume. Et si on augmente le volume, plus on augmente le volume, plus on risque de causer des dommages à nos oreilles, dans le Il fond. faut faire Fait que attention. c'est C'est faut faire attention. vrai. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais laisser une coquille là et l'autre, je vais l'enlever moitié OK. pour quand même avoir un bon son, mais toutefois pour être en mesure de m'entendre moi-même. D'accord. Donc voilà, c'est un peu, mais ça, C'est écoute, comme ça se si tu travaille. t'envoies, OK, si tu t'envoies des informations, OK. Mais je pense qu'il y a une rétroaction, OK. Puis C'est pour, tu alimentes une boucle absolument, oui. avec ta prosodie, là, ton intonation bien Ouais. plantée.
Ouais. Et c'est pas juste, OK, Et je je pense comprends. que ça, à mesure qu'on prend de l'expérience en tant qu'interprète aussi, j'ai Ça va rarement vu bien. des débutants faire ça. Des Oui, non, c'est débutants, ça, vraiment, les exactement. débutants vont être collés à la coquille, et puis mon Dieu, n'enlevez-moi pas mes coquilles parce que là, je vais manquer Donc, quelque chose. ouais. Mais non, quand on réussit à être dans notre zone, qu'on appelle, on est à Mhm, l'aise, on a mhm. peut-être plus d'expérience, euh, on, notre souci de livrer quelque chose qui est agréable, ce souci-là devient de plus en plus important. Donc, à mesure qu'on devient plus à l'aise dans ce qu'on fait. Donc, on peut plus se concentrer, peut-être moins consacrer d'énergie à s'inquiéter pour X, Y, Z euh, par rapport à notre performance. On peut passer de l'inquiétude à la volonté de peaufiner et de façonner un message qui est agréable pour l'auditoire. C'est mon cas, en tout cas. C'est mon cas. C'est vraiment, vraiment intéressant, je trouve. Et puis c'est drôle, ça me fait penser comme cortisol, PDHEA, comme quand on est effet tunnel, souvent en traduction, justement, avant de livrer les textes, on est en effet tunnel, puis c'est là qu'on fait le plus d'erreurs, parce que si on ose changer quelque chose, on voit plus ce qui se passe autour. C'est comme si je t'écoute parler, c'est comme si tu tombes dans une espèce de zone où tu es en DHEA, tu as accès à plein d'informations autour de toi. Tu dois être ouvert aussi à ce que tu vois devant toi. Tu dois, on dirait que tu n'es pas dans le même. Il doit y avoir quelque chose. OK? Ben, en fait, oui, on peut arriver à un moment donné où les interprètes, on aime souvent qualifier ça de tomber dans notre zone. C'est lorsque toutes les conditions sont rassemblées là, pour qu'on puisse, comment dire, voler à une espèce de vitesse de croisière, que le OK? message sort très bien, que la personne qui parle, son message est clair, c'est concis, la personne parle relativement lentement, clairement, elle articule bien. Dans ce temps-là, on est en mesure, en tant qu'interprète, de livrer un message, un beau message, parce que le présentateur ou la présentatrice va nous donner les outils qu'on a besoin justement pour façonner un beau message. S'il parle trop vite, s'il y a un accent, c'est pas sa faute, mais bon, euh, ça va nuire à la qualité de notre message. Donc, Mhm. lorsque le présentateur va nous livrer quelque chose qui est vraiment de bonne qualité, Mhm. nous, on va être capable de livrer quelque chose qui est de bonne qualité, Mhm. encore Mhm. plus que le message original, parce que c'est dans ce temps-là qu'on va être capable de enlever cette deuxième coquille-là, de s'écouter et de vraiment y aller à 100% sur la qualité de ce qu'on veut livrer aux auditeurs. Ah, d'accord, vous mettez l'accent, d'accord. OK, je commence à Tout comprendre. revient à la qualité de livraison du C'est ça, message. ça Donc, le revient souci, souvent dans ce que tu, c'est dans ton ça, explication, c'est quelque chose que tu sens, c'est un ressenti, là, parce que absolument, absolument. ce que j'ai vécu, moi, de plus proche, c'est la dictée. La dictée, mais là, avec un texte écrit. J'ai dicté pendant des années, peut-être 10 12 ans, l'autre traduction Tessier. Et je sentais un bien-être de parler. Pourtant, je parlais au Ouais, micro, puis ça s'en allait, c'est l'opératrice l'autre bord. Mais ouais. je trouvais ça, c'était pas juste parce que tout le monde disait, ah, il faut que tu dictes, tu vas protéger tes articulations, tu vas avoir moins mal partout. Oui, il y a ça, mais je trouvais que c'était le bien-être de pouvoir parler. J'ai jamais poussé la réflexion plus loin, là, mais je l'ai vécu pendant des années de temps, là. Ouais, Ouais. ouais, Des fois, même, ben, c'est ma seule période de bien-être de la journée. ah, ben ça c'est le fun. Ça, on en profite ce temps-là. Tu sais, quand ça fait 10 heures devant un texte, là, puis là, tu dis, Ouais, ben, je dis au moins, là, ça me faisait vraiment du bien ouais, c'est très ouais. complexe, hein, mais je trouve ça vraiment intéressant. Moi, j'avais pas le côté créativité, là. J'y allais plus quand j'étais rendue à me relire là, sur papier. Ouais, ben, il y a beaucoup de ça. Il y a la créativité, beaucoup. Hein, ça, c'est un thème. Si on analysait mes paroles, il y a le terme créativité, il y a façonner, il y a rendre beau, qui reviennent souvent. Et c'est ça la tâche essentielle de l'interprète. Donc, si Mhm. j'ai quelque chose à dire à propos de c'est quoi la tâche principale de l'interprète, oui, c'est de livrer un message et de traduire un message et de livrer le message. Mais ce qui fait la différence entre le traducteur et l'interprète, c'est le mot même. On le retrouve dans le mot interprète. Mm.
on est là pour décortiquer le message original, comme un moteur Mhm. un automobile. Mhm. On décortique le tout et on regarde s'il est possible de le remonter encore plus beau qu'il était avant. Mhm. C'est un peu ça le souci ultime de l'interprète, c'est de livrer ce message qui est encore plus beau que ce qui a été livré euh, Dans la langue de la d'origine. langue Oui, d'origine. Donc. oui, Et oui, je dis oui. encore sans changer le fond du message, Non, évidemment, là, absolument, sans changer la absolument. signification de ce que la personne veut dire. Mais Effectivement. voilà. Et ce qui m'amène pour terminer cette entrevue fort intéressante, à la formation. À la formation des interprètes. On sait que l'École d'interprétation de l'Université d'Ottawa a fermé ses portes. Maintenant, il est question, d'après M. Donald Barabé, d'un programme d'interprétation d'1 an à l'Université Laval. J'ai pas une nouvelle là, de la part de M. Barabé. Je lui ai posé la question, mais on se parle moins ces temps-ci. Il doit être dans d'autres dossiers. Je suis même pas inquiète pour ça. On va sûrement se rejoindre à un moment donné, mais la formation, en fait, moi, ce que j'en comprends à la lumière de ce que tu dis, puis euh, c'est peut-être pas si long que ça, la formation qu'on aurait besoin, parce que, en fait, c'est de sélectionner, d'avoir peut-être un contact avec les candidats éventuels dans peut-être un cours d'introduction pour qu'ils voient si ça leur convient ou non. Puis après ça, ça serait plus du mentorat qui serait nécessaire, hein? Mais essentiellement, ce que je pense, j'ai toujours dit les interprètes sont nés et non créés. Mhm, Euh, je parle peut-être, là, je peux parler pour moi, là. mhm, Certains sont peut-être en désaccord avec moi, mais je pense quand même que c'est le cas. Les interprètes sont nés et non créés. Transposer dans le domaine académique, qu'est-ce que ça veut dire pour la formation des interprètes? Mais je pense que quelqu'un qui de base a déjà le bilinguisme, qui a un amour pour les langues, mhm, déjà cette personne-là est un bon candidate pour l'interprétation, ou du mhm. moins l'exposition à C'est ça, l'interprétation pour exactement. savoir si ça l'intéresse ou pas. C'est Donc, ça. il y a une certaine base qu'il faut avoir, la facilité avec les langues. Tu sais, il y a un certain fondement qu'il faut avoir d'abord. Les cours d'introduction, les cours d'initiation à l'interprétation, souvent, ça va être donné où est-ce qu'on a un mélange de toutes sortes de personnes, ce soit des cours à option, ce soit des cours que les gens ils vont s'inscrire, puis sans trop savoir à quoi s'attendre et tout ça. Il y Mhm. en a certains que oui, il y en a certains qui savent très bien c'est quoi l'interprétation. Ils ont peut-être même déjà fait de Oui, oui, c'est l'interprétation. ça. Et ces cours d'initiation-là vont sans doute agir comme un filtre. Mhm. Euh, la clientèle, les étudiants vont carrément peut-être abandonner des C'est fois pas parce qu'on après veut un seul cours. leur faire abandonner, mais c'est un service aussi à rendre, Tout à là, que fait, tout à de fait. mettre beaucoup de temps, d'argent dans une formation Oui, pour laquelle on n'est pas fait. parce que l'interprète, souvent, tu sautes dedans au complet ou tu sautes pas. D'accord. C'est ça que je Tu comprends, moi interprètes à aussi. part entière ou tu n'interprètes pas. Souvent, Mhm. c'est le cas, hein. Puis c'est comme ça, souvent, les pédagogues, souvent, dans des cours d'initiation à l'interprétation, ils vont être rapidement en mesure de détecter qui est fait pour l'interprétation et qui n'est pas fait pour l'interprétation. Donc, Mhm. cette espèce de filtrage-là, souvent, qui va avoir dans les cours des cours du style des cours à option, là, Mhm. d'interprétation à option. Euh, Cela dit, je suis pas contre le fait d'avoir des cours de perfectionnement, des cours de maîtrise, d'interprétation Mhm. et tout ça. Sur les cultures, par exemple, ça peut être quelque chose d'aller chercher un bagage, une meilleure connaissance. Absolument, C'est ça. absolument. De la façon dont je vois ça, c'est que les cours au niveau supérieur en interprétation vont souvent, euh, les personnes qui vont s'inscrire à ces cours-là, ou une partie de la clientèle qui va s'inscrire à ces cours-là, sont des gens qui ont déjà une expérience en interprétation. Donc, qui ont Mhm. déjà pratiqué, et pour ces personnes-là, le fait de faire des cours de maîtrise leur permet comment dire, d'acquérir le côté théorique
de l'interprétation du domaine. Ils vont aller être capables d'aller mettre des mots. Comme on parlait du décalage. C'est ça, ils vont Donc, mettre le mot des mots décalage sur formels ouais. sur des concepts qu'ils utilisent depuis bien longtemps en Mhm. interprétation. Ils vont faire le décalage quotidiennement, mais ils vont pas savoir que ça s'appelle le décalage. Ou ils vont pas. Mhm. Il y a des petits trucs aussi, évidemment, à la maîtrise. Mhm. On fait du mentorat, on donne des techniques en interprétation consécutive, etc., des choses comme ça. C'est un perfectionnement, je pense, Mhm. avant tout, Mhm. et non une initiation, hein. C'est sûr que les cours d'initiation ont leurs objectifs, Mhm. qui, selon moi, est plus un objectif de filtrage, là. Mhm. Mhm. Vraiment, par opposition à Effectivement. certains autres cours là, dans d'autres domaines. Mais d'abord et avant tout, je pense que les cours d'initiation, ça sert à ça. Mais je suis absolument un partisan des maîtrises, des cours d'études supérieures Mhm. là, en interprétation. Oui, c'est dommage. C'est dommage que à certains endroits, il y ait la disparition de certains programmes, Mhm. euh, parce que je pense que les bons interprètes ont tout à gagner en se formant théoriquement pour devenir encore meilleurs. Parce que je suis vraiment un grand partisan de jumeler le pratique à la théorie. Mhm. J'ai été traducteur pendant plus de 15 ans Mhm. sans de diplôme en traduction. Mhm. Lorsque j'ai fait mon diplôme, Là, il y a beaucoup de ma choses qui sont maîtrise, éclairées, qui sont devenues plus claires, hein, ben c'est là, je me ça. suis dit, C'est ah pour ça que je oui, faisais ça. c'est pour ça que je faisais ça comme ça. Ça a un nom, ce que je fais. Ça a Mhm. vraiment un nom. C'est Mhm. comme découvrir, c'est comme avoir une maladie. Et finalement, ça nous soulage quand on connaît le nom de la maladie parce que c'est quelque chose qui existe pour vrai. C'est Hein? ça. C'est un peu C'est ça. pas, Ça nous rassure, ça c'est vient nous ça. rassurer, ça vient dans nos assises. Donc, ouais, c'est un peu comme ça que je vois ça. C'est comme ça que, Ouais. oui, ça serait une bonne chose que ça prenne cette tournure-là. Alors, on espère qu'à l'Université Laval, ça va déboucher. Ben, Ben, en tout cas, il y a des rumeurs qui disent que ça s'en vient, hein? il y a un petit programme qui s'en Ça vient vient là, dans les prochains mois, sinon l'année l'année qui vient. prochaine. Ben, Oui, exactement. effectivement. Eh ben, merci beaucoup pour nous avoir accordé ton temps pour Ben, nous merci. expliquer le métier. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Ça fait Tout plaisir. d'abord, on a effleuré, hein, à Ah, Westchester je ici, on avait sais, tellement je de choses sais. à discuter. Mais bon, On n'a pas parlé tarifs. En tout cas, on se reprendra une autre fois, l'année absolument. prochaine. Absolument. Alors, ben, je vais vous mettre l'enregistrement sur la chaîne de Tradinter Formation sur YouTube et aussi sur ma page Tradinter là, dans les jours qui viennent. Et puis, ben, merci nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à m'en poser, à en poser à Steven. Tu es plus sur LinkedIn, hein, toi, que sur Facebook. J'ai une présence sur LinkedIn. Facebook, écoute, C'est plus pour en traduction, je pense. je fais la part des choses, hein. Facebook, c'est plus personnel, Ah, OK, familial, d'accord. Donc, réseau LinkedIn. d'amis. Ah, tout le monde a entendu. LinkedIn, c'est parfait. Si vous voulez faire partie de mes contacts, je serai bien heureux de vous accueillir. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ah.